Regardez un petit peu la beauté du truc déjà. Triangle, manufacture électroacoustique. Là, il n'y a que du talent quoi. Allez, on y va. Voilà, on le fait. Je suis content d'être là, vous pouvez pas savoir. Parce que franchement, ça fait un moment que je voulais faire ce reportage. Et là, je me dis, c'est formidable. Cette flatterie quand même, les mecs, ils y vont à fond quoi, je veux dire. C'est incroyable. Oh là là, mais regardez comme ça, la tête vous tourne et moi aussi. Là, je suis dans une chambre sourde et je suis comme à la maison tellement c'est génial. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un reportage Made in France consacré à une marque française, la grande marque audio Triangle. On va assister notamment à la conception d'un haut-parleur de A à Z. On va savoir comment est-ce que c'est conçu ici, à la main, avec Benoît, qui est un type génial, qui va vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on conçoit un haut-parleur. On va également voir l'interview de Hugo. Hugo est le jeune directeur général de Triangle. Je vais également avoir la chance d'interviewer Sébastien, qui est un ingénieur en recherche acoustique, qui conçoit toutes les enceintes. Vous allez apprendre des trucs de folie, parce qu'ils ont des tas de trucs à dire. Triangle, Made in Soissons. Allez, on découvre ça ensemble. Et je peux courir, tout le monde est parti ici. C'est un rêve toujours, à chaque fois, je me dis, est-ce que tu es capable de courir dans une usine où il n'y a personne? Eh bien, la réponse est oui. L'heure est grave. Elle est grave, hein? Ouais. L'heure est grave parce que peut-être vous ne connaissez pas la marque Triangle. C'est pour ça que ce reportage existe. Alors, quitte à parler de la marque Triangle, autant parler avec Hugo, il va vous dire pourquoi tout de suite. Salut Hugo! Salut Pépé. Ça va? Écoute, ça va très bien, merci. Bah écoute, c'est génial que tu ailles bien. Je suis content que tu me reçoives ici à Soissons. Alors, qui es-tu, Hugo? Alors moi, je suis le gérant de la société Triangle. Donc Triangle, c'est une société, en fait, une manufacture d'enceintes acoustiques. C'est né quand? Cette entreprise, donc c'est 100% français, c'est né il y a combien d'années? Quel est le début? Quelle était l'étincelle qui a fait que Triangle existe aujourd'hui, mon cher Hugo? Alors, c'est une société, en fait, française qui a été créée en 1980 par son fondateur qui s'appelle Renaud de Vergnette. Et en fait, Renaud, il avait un idéal, un son, quelque chose qu'il cherchait, qu'il ne trouvait pas dans les enceintes du marché à cette époque-là. Ça fera plaisir aux autres, hein, surtout parce que vas-y, continue, je crois qu'on va se faire des amis. Alors donc, il a créé cette boîte parce que les autres enceintes marchaient mal. Disons qu'il cherchait une sonorité. Et à ce moment-là, en fait, il voulait quelque chose de très ouvert, très détaillé. C'était vraiment un mélomane et un fan de musique classique. Et ce qu'il voulait, c'était un truc spécialement, c'est la spatialisation. Il voulait fermer les yeux et être capable de distinguer le troisième violon, la trompette, le piano, et que tout ça soit finalement quelque chose de très immersif. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé à faire sa première enceinte, la 1180, qui a été lancée justement en novembre 1980. Et c'est ainsi qu'est née la société Triangle, qui fait depuis des enceintes haute fidélité depuis 40 ans. Mais quand ça a été créé directement à Soissons, vous êtes venu ici après? C'était créé ici, dans la région? On a toujours été Picard et on est toujours resté Picard. Comme je disais, Triangle c'est Picard, la Picardie c'est Triangle, c'est indissociable. Parlons bien, parlons produit. C'est important que les gens visualisent qui est Triangle. Là, on est dans une sorte de musée, ton petit musée à toi, quoi. C'est tout mimi, donc on a plein d'enceintes que tu vas nous présenter rapidement pour que les gens aient une idée de ce qu'est cette entreprise de bonne famille. Alors, je préfère même que vous commenciez par celle-ci, parce que ça, c'est le modèle iconique, c'est la 1180, lancée en novembre 1980. C'est celle-là. On est sur la première de Renaud de Vergnette. Donc voilà, un design complètement atypique, le crépi, le côté années 80, on s'en souvient tous. Une enceinte 3 voix, mine de rien, un tweeter, un médium et un grave dans un volume séparé. En effet, ils ont commencé avec ça, carrément, le monolithe. Putain, les mecs, donc déjà, voilà, il y avait tout de suite une appréciation design. Alors après, il n'avait plus de sous, il a fini avec ça. La CX2, qui se veut justement avec Twitter débafflé, première en 1985. Twitter débafflé. Elle est sortie avant celle de BW sur les Twitter débafflés. Donc comment Triangle il bâche n'est pas le premier à avoir sorti ce genre de Twitter. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Twitter débafflé. Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est hors de l'enceinte, il est débafflé. Voilà. Parce que vous allez apprendre un mot, c'est pas tout. Avec Hugo, on apprend des mots aussi. Voilà. Alors après, voilà, on arrive dans les années 90 avec justement la volonté de mixer design et qualité sonore. Donc la Phoenix a ses lignes, on va dire, très science-fiction qui étaient complètement assez incroyables. L'utilisation du laqué qui était quelque chose de très moderne. La Minimum, c'est un modèle phare pour les amoureux de Triangle. À cette époque-là, dans la fin des années 80, beaucoup avaient ce qu'on appelle des bûches, c'est-à-dire des énormes colonnes avec des haut-parleurs de 38 cm. Et ben non, Triangle allait à l'inverse, faisait des petites enceintes, principalement pour le médium et l'aigu, moins de graves, mais des belles sonorités. Et c'est ce qui a fait
que Triangle a pris son envol dans les années 90. Différents produits qui arrivent dans le milieu des années 90, notamment la Zénith. Ce qui est intéressant, c'est qu'on privilégie toujours un médium papier. Pour nous, ça fait une belle voix, ça fait une Même encore restitution. aujourd'hui ? Toujours aujourd'hui. Médium papier, c'est vraiment une de nos signatures et on la garde, c'est très important pour nous. Il y a un timbre dans les voix qu'on veut conserver avec un médium papier. Justement, une enceinte intéressante à ce moment-là, on arrive sur les années 95 et là vous voyez, hop, le logo, le département Nemo, justement, dont celui que je vous parlais, le fameux département de R&D fondé en Et c'est quoi ça? 94. Parce que là, tu as passé le truc là. Et ça, c'est un panneau. C'est un panneau acoustique ça. C'est un panneau quasiment électroacoustique, donc Oh là là inspiré. là 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 là. Donc toujours ce qu'on appelle électrodynamique, c'est-à-dire avec pas une membrane mais un haut-parleur qui bouge, mais toujours avec la volonté de faire fin et élégant. Et donc du coup, c'est la composition qu'avait privilégié Triangle à l'époque pour justement faire une belle enceinte élégante qui rentre facilement à la maison. Alors j'ai la question bien dégueu du journaliste, bien dégueu de la journée à Soissons. Par exemple, parce que je connais le prix de ce genre de choses, ça coûtait combien Hugo? Est-ce que tu as un prix ou est-ce que tu veux même pas me le donner? Si, on va dire que ça va être 10 000 francs à peu près. 10 000 francs, on est d'accord? Voilà, 10 000 francs. On le met en francs. Hein. Voilà. Donc, Mais bon, si on traduit, ça fait 1 500 €, mais si on revient dans les années 94, il faut plutôt dire que ça fait 3 à 5 000 €. On fait du haut de gamme, on a un vrai département de R&D qui va plus loin, mais on fait toujours beaucoup d'entrées milieu de gamme. C'est très important pour nous, ça a été toujours la signature Triangle, c'est du bon son à un prix quand même raisonnable. On ne veut pas partir dans la folie ésotérique de 100 000, 200 000, 300 000, ça ne nous intéresse pas. Et vous n'avez pas vu toutes les enceintes encore, parce que là il est encore gentil le Hugo. Oui. On va tourner un peu, vous allez voir. Il y a des monstres derrière, ils sont plus grands que nous, hein, les mecs. Et celle-là, alors, c'est bizarre comme design ça. Ah bah justement, c'est aussi une des modèles clés, l'Altair de notre département Nemo de R&D des années 94-95. Et c'est la première à avoir justement un flanc galbé qui aide justement à atténuer les résonances du haut-parleur. Et c'était vraiment un premier pas aussi en termes de design. Et c'est là encore une fois où Triangle se veut avant-gardiste dans les formes, dans les matières utilisées sur les enceintes. C'est très important pour nous. Personne n'avait fait ça avant. Non, on était vraiment les premiers en 1994. Oui. Alors tu as un subwoofer aussi ici. Donc voilà, là vous avez les premiers subwoofers. Donc là c'est vraiment des gammes haut de gamme home cinéma à l'époque. Ah, Et surtout, on commence à introduire quelque chose qui va être aussi une signature chez nous, c'est Twitter là. On a un Twitter à pavillon. C'est une espèce d'hybride entre les pavillons à compression, comme on connaît chez certaines d'autres marques américaines, et les tweeters à dôme. Il y a un dôme, mais qui est quand même amplifié avec le pavillon. L'objectif, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. alors là, regardez, ok, je fais 1m10 les bras levés, mais quand même, on a affaire à de la belle ouvrage. Alors Hugo, c'est quoi? Et surtout ça, là, le capitaine Nemo, là, c'est quoi ce truc? C'est incroyable. Alors ça, c'est le dernier projet de notre fondateur, c'est Magellan. Magellan, c'est tous les investissements de Triangle. À partir des années 2000, on se dit, on va aller plus loin dans le haut de gamme, justement. On va tenter de faire une enceinte de référence. Et on a créé, justement, la Grand Concert. La Grand Concert, c'est voilà, 3 modules, 2,10 m de haut. Donc c'est pour ça, faut pas se sentir honteux face à la belle bête. Si. Avec 2 modules, donc les graves, ça fait un peu comme des caissons de graves en haut et en bas. Et là, en fait, on a les 2 haut-parleurs de médium. Et vu que, en fait, on veut toujours être des enceintes assez fines, assez élégantes, bah, ça fait moins de graves. Donc on a développé ça pour les haut-parleurs de graves. Messieurs, dames, la ronde des boomers. Alors ça, c'est le big one. Regardez un peu le monstre. Oh la vache. Un beau saladier. Là, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle un saladier, ça. Donc là, vous êtes sur un caisson de grave Magellan avec 2 haut-parleurs en fait de chaque côté de 36 cm qui viennent pousser justement et faire du grave et s'associer parfaitement avec cette Donc, enceinte-là. c'est conçu pour travailler ensemble. C'est-à-dire qu'en effet, étant donné que vous ne voyez pas dans un concept comme ça balancer du gros grave, vous avez créé ça autour et c'est marié avec. Donc, il y avait cette enceinte-là, son clone, enfin en stéréo, et ça au milieu. Exactement, c'est un peu le 2.1, très haut de gamme vu par Triangle dans les années 2000. C'est votre modèle le plus onéreux de toute la gamme? Oui, c'est ça. Maintenant, ce grand concert existe toujours dans une version, on va dire, remasterisée. Allégé peut-être? Affiné en termes de design, mais au contraire grandissant. Et là, justement, celle-ci, elle valait l'équivalent de 30 000 €. Le nouveau modèle, qui est un peu plus ambitieux, il est à 50 000 € maintenant. Oui, c'est moins cher. Tout de Voilà. suite, on sent la différence de prix. Ils deviennent abordables en fin de compte. Voilà, c'est donné. Mec. Donc là, vous vous dites peut-être, mais attendez, on va recommencer. Il y a l'enceinte gigantesque et derrière, vous avez des haut-parleurs. Alors pourquoi? Eh bien, c'est tout simple, c'est pour la spatialisation audio. Il y a une partie du spectre audio qui va aller dans ce sens-là, donc à l'arrière de l'enceinte, aigu, médium, donc il faut reculer l'enceinte d'1,50 m
en général du mur qui est derrière, là c'est plus loin, enfin 1,50 m. Et dans ce cas-là, vous avez à la fois le message frontal, qui est des deux enceintes, et à la fois une spatialisation ici, des sons directifs. Parce que le grave n'est pas directif, le grave il s'étend par terre comme une omelette baveuse. Et on a donc besoin de soutenir la spatialisation pour le médium et pour l'aigu. C'est ce qui est fait ici sur ce modèle très très haut de gamme, signé Triangle. Donc là encore, on va finir avec ces deux-là, parce que c'est super beau quand même. Merci Hugo de me présenter ces produits au-dessus de nos moyens. Et là, voilà, c'est juste montrer qu'on continue à travailler l'héritage Magellan avec des technologies justement qu'on revient, le tweeter à pavillon, le médium papier, et vous êtes sur une forme de Magellan optimisée. Ça veut dire qu'on va chercher un peu plus dans les graves avec des nouveaux haut-parleurs de graves. On va travailler les ébénisteries pour qu'elles vibrent encore moins. Et maintenant, on peaufine, parce que nous, on est artisans, et ça c'est très important, on peaufine notre art. C'est-à-dire que c'est des technologies, la haute fidélité, qui sont finalement pas si novatrices. L'objectif, c'est surtout de faire du bon son et de s'améliorer chaque année. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 40 ans. Ce qui est bien, c'est qu'avant de commencer, Hugo m'a dit, je ne sais pas si je vais beaucoup parler et autres, mais le mec, tu le lâches, il t'en fait des caisses, on dirait moi. Et petit aparté, justement, dans les années 90, Triangle s'est lancé dans les amplificateurs, avec des modèles, encore une fois, assez atypiques, assez fous pour l'occasion, qui avaient un très bon son, mais ça a été de courte durée. On est plus acousticien qu'électronicien, donc on garde ces amplificateurs-là plus pour le souvenir. C'est bien de le reconnaître. Il faut savoir ce qu'on sait faire dans la vie. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus faire de vidéos d'ailleurs. Donc c'est bien parce que là tu me parles de hi-fi, tu me parles de haut de gamme, de home cinéma, et en même temps, justement quand les gens doivent connaître la marque Triangle, si on met le truc maintenant en 2020, vous avez quel type d'enceinte? Ça débute où et ça finit où? Parce que depuis le début, on a l'impression que c'est des enceintes hyper coûteuses. C'est quoi exactement la gamme Triangle? Triangle, c'est avant tout en fait une société qui veut offrir des enceintes haute fidélité. Et donc du coup, on va dire qu'on commence des enceintes à 300 € la paire, et on va jusqu'au modèle grand concert qui est à 50 000 € la paire. Donc on a vraiment un éventail très large de produits, parce que nous, ce qu'on aime, c'est la haute fidélité, c'est d'écouter la musique et d'offrir une restitution sonore vraiment immersive. Après, voilà, il y a des arbitrages sur les qualités d'ébénisterie, de haut-parleurs, mais on essaye d'en faire vraiment pour tous les prix et tous les budgets. Alors le truc, tu me parles d'enceinte à 300 €, on est en 2020, donc on a vraiment fait un raccourci clavier. Tu as des produits connectés également pour plaire à une clientèle qui serait jeune, parce que je t'explique un peu, moi quand j'ai dit autour de moi, je vais voir Triangle, les gens m'ont regardé un petit peu en disant, mais Triangle, mais what is it? Toi, tu es un mec jeune, donc justement, quand on parle du principe que Triangle c'est assez hi-fi, est-ce que justement, grâce à toi ou grâce à tous les gens qui sont ici, on va vers des produits qui sont plus accessibles pour les jeunes justement? Alors oui, on commence. Nous, justement, notre objectif, c'est d'être à la fois plus accessible pour les jeunes et surtout offrir maintenant des solutions où on va pouvoir streamer sa musique en Bluetooth et en Wi-Fi, mais surtout garder une identité haute fidélité. C'est hyper important pour nous, la qualité sonore, la qualité des haut-parleurs, c'est ce qui nous structure, c'est ce qui fait notre identité. Donc on a pris notre temps et on va dire on a commencé à lancer nos premiers produits en 2016, les premières enceintes amplifiées Bluetooth, et en 2018, les premières enceintes Wi-Fi multiroom. Parce que justement, les sons commencent à être de meilleure qualité. On arrête le MP3, on passe sur du FLAC, on passe sur du ARS, les bandes passantes sont meilleures. On espère que les jeunes arrêtent le... On va dire que progressivement, ça va grandir. La population va pousser... Fais les guillemets. Progressivement, ça va... Voilà, progressivement, ça va prendre, on y croit. La télé devient HD, pourquoi le son ne deviendrait pas HD? Dis-moi, il y a un truc qui m'intrigue, tu m'as parlé d'enceinte à 300 € tout à l'heure, est-ce que tu as le nom des modèles en tête? Et quand tu me parles de hi-fi et le côté justement un petit peu haut de gamme ou le côté très hi-fi, me dis pas qu'à 300 € tu arrives à proposer aux gens quelque chose de super hi-fi, Hugo? Alors si, on a quand même de toute façon un héritage hi-fi qui est important, c'est que dans notre gamme Borea, on offre déjà le fait que ça soit des enceintes stéréo, donc séparées, gauche-droite dans la pièce, ça aide énormément pour la spatialisation sonore. Le fait que c'est des enceintes, les premières 2 voix, donc un tweeter et un médium grave dédié. Donc oui, il y a un peu d'effet de vibration, il y a des effets un peu moins précis que les enceintes très haut de gamme, mais on a une restitution sonore qui est selon nous meilleure que les enceintes monobloc et les enceintes tout en un, comme on voit beaucoup sur les sites de vente en ligne actuellement. D'accord, ça c'est fait. mais vas-y, on est là pour faire... on défend. Hein. Ah ben, tu as raison de défendre, il faut défendre le savoir-faire français. Là ici, on est sur un site qui est donc votre site à vous. Combien de personnes travaillent ici? Combien de personnes dans l'usine? Comment ça se passe? Dis-moi un petit peu les choses. Alors en fait, nous, on est 18 personnes maintenant dans la société et qui vont se concentrer en fait sur la recherche et développement, l'assemblage de nos produits.
Alors l'assemblage, ça se fait ici alors par des ouvriers spécialisés qui sont là depuis longtemps? C'est ça veut dire que nous, on a une équipe maintenant de monteurs spécialistes qui sont là depuis plus de 20 ans et qui connaissent vraiment parfaitement les enceintes haute fidélité et on leur confie la fabrication de A à Z. Chez nous, pas de travail à la chaîne, c'est vraiment des artisans qui connaissent leur métier et qui vont s'assurer à tout moment de la fabrication que ça respecte les contrôles qualité Triangle. On va le voir tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on va aller voir ces gens-là, vous allez voir, c'est d'une minutie, c'est incroyable. Regardez un petit peu, alors on n'est pas compte le nombre de récompenses qu'ont ces gens. La caméra se tourne. Alors malheureusement, c'est visiblement toujours la même personne qui vous récompense parce que j'ai l'impression qu'il y a que Diapason qui vous récompense. On essaye d'être cohérent là-dessus. Il y en a d'autres, mais Diapason, c'est un coup de cœur, c'est l'histoire de Triangle. Ils nous ont fait confiance depuis les années 90 et forcément, ça nous fait toujours très plaisir de montrer qu'on est là depuis des années. Attention, voilà, attention, regardez-moi bien. Maintenant, on va vous montrer comment on conçoit un haut-parleur. Vous savez, le haut-parleur de A à Z. On va rentrer ensemble dans une pièce absolument folle. On va retrouver Benoît et Sébastien qui vont tout nous expliquer. C'est là que ça se passe. Regardez, Benoît est déjà là et on va assister à la fabrication de ça. Comment est-ce qu'on fabrique un haut-parleur? Prenez des notes, hein. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais on y est. Salut Benoît, ça va? Ah bah voilà, il peut pas me répondre. C'est ça qui est bien, il peut pas me répondre. On va donc assister avec Sébastien qui est à côté de moi. Coucou Sébastien. Coucou. Alors là, on est devant quoi Sébastien? Là, ça. Alors là, typiquement, on procède à l'assemblage du moteur, donc de la ferrite avec la pièce polaire et le tuyau. Donc ça permet de faire bouger après l'ensemble, ça, c'est ça? C'est la motorisation du haut-parleur proprement dite. Donc on motorise le haut-parleur, voilà. C'est C'est ça. ce que fait actuellement donc Benoît. On va voir un petit peu comment il assemble tout ça. Et pour On le- l'instant, donc la ferrite n'est pas aimantée. Ah, important, la ferrite, et comme si elle était vierge, entre guillemets, elle n'a pas de sens Exactement, d'aimantation. principalement pour des soucis de transport, il est plus simple de l'aimanter par la suite. Et on procède donc au collage de la pièce polaire et du tuyau. Donc le tuyau, c'est ça, ce qu'a Benoît dans la main, cette partie-là, voilà, il Exactement. l'assemble. Ça, c'est le top départ, donc la conception du haut-parleur, c'est la base. Voilà, la première étape. Première étape. Et maintenant, Benoît va aimanter. Alors, tu nous expliques, Sébastien, alors on aimante comment? Pourquoi? En fait, on vient appliquer un champ magnétique sur la ferrite et c'est tout le principe d'un aimant permanent. Donc ce champ va rester permanent. Ok, c'est à vie, comme ça le haut-parleur marchera Voilà. à vie. Bon, il y a une petite perte dans le temps, mais qui reste relativement faible. Donc, c'est cette machine-là qu'on active actuellement, qui va se charger de l'aimantation de la ferrite. Donc la procédure est assez simple. On dispose le moteur sur l'appareil et on vient appliquer donc ce champ magnétique. Oh la vache! Et voilà, Et ça y est, c'est magnétisé. c'est terminé. Oh la vache! Ça y est, il est magnétisé. Non, non, c'est une opération relativement brève. C'est bref et et comme ça, après, c'est fou. Oh la vache! Moi, je l'avais jamais montré. Je savais bien sûr que ça existait, mais je l'avais jamais montré sur la chaîne. Ça fait super plaisir Non, de voir ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, à l'origine, les ferrites ne sont pas aimantées. Sébastien, on a la ferrite et un saladier là maintenant. Voilà, donc là, on procède maintenant à la fixation du saladier sur le moteur. Est-ce que tu as déjà essayé de comptabiliser ou compter le nombre de haut-parleurs que peut produire justement Benoît en son unité à la journée? À la journée, Benoît doit être en mesure de faire une 50aine de pièces. Sébastien, qu'est-ce qui se passe là? Petit produit autobloquant. Autobloquant pour verrouiller le vissage. Voilà. Étape suivante, le positionnement du bornier. Alors bon, ce qui est intéressant quand même sur ces pièces et sur ce type de haut-parleur type Magellan, c'est que nous avons intégralement designé donc le fameux bornier. Donc, on C'est voit vous, du de A à Z? triangle un petit peu partout. Ah ouais, carrément, on voit le triangle. Ah, c'est fort quand même. Non, non, pour les produits haut de gamme, il y a vraiment ce souci du détail. Donc là, pour que les gens sachent, parce qu'on n'a pas dit depuis le début de la vidéo, ce qui n'est pas bien, là, on fabrique une enceinte, des haut-parleurs pour quelle enceinte? Magellan. La Magellan, donc la plus chère. Donc, on m'avait fait venir dans l'endroit qui était le nec plus ultra pour impressionner les gens. Normal en même temps. Et surtout vous faire partager notre passion. Voilà, c'est de la passion. Dans ma main, j'ai la passion du bornier. Là, il y a la passion de l'assemblage. Il y a Sébastien qui est le meilleur commentateur sportif que j'ai jamais eu dans une vidéo. Bon alors ici on se trouve à une machine très intéressante parce que bon, ce qu'il faut savoir chez Triangle, c'est qu'on fabrique nous-mêmes nos bobines. La bobine, c'est ça. Ouais, la bobine, clairement. Donc cette machine a été spécialement designée pour Triangle en 1986. 35 ans après, nous sommes toujours sur le même matériel. Et ça en fait aussi la particularité de Triangle pour la simple raison qu'on utilise une bobine double couche. Mais pas double couche classique, c'est-à-dire une superposition des couches de cuivre. Là, on est sur un bobinage interne et externe, le tout séparé par une feuille en capton. Qui vient de poser justement, Voilà. que Benoît vient de poser. Donc l'intérêt principal de cette couche interne-externe, séparée par une couche capton, donc c'est principalement la dissipation de la chaleur.
La chaleur étant l'ennemi du haut-parleur. Donc là, on place dans un premier temps une feuille de paraffine qui va nous aider à former la bobine. Donc cette même bobine est recouverte d'alcool, tout simplement. Donc pourquoi l'alcool? C'est que ça vient en réaction avec l'isolant du fil de cuivre et ça va simplifier en fait déjà le collage, entre guillemets, des spires de cuivre. Donc voilà. là, pour les gens qui regardent, en fin de compte, cette vidéo, vous voyez que tout est fait à la main. Il n'y a pas de cadence. Benoît gère son temps comme il le souhaite et c'est fait à l'artisanal puisque cette machine donc date de combien de temps? 1986. 1986, c'est la même machine qui fonctionne. Ça avait été conçu spécialement pour Triangle. Et tu nous expliques pendant qu'on y est le rôle exact de la bobine dans le haut-parleur, s'il te plaît, Sébastien. Alors la bobine, bon là c'est un peu plus complexe, mais en fait on vient appliquer un courant dans cette bobine. Ce même courant va créer un champ magnétique qui va venir en opposition avec le moteur du haut-parleur. Et c'est ce qui va... Faire le mouvement. Voilà. Regardez comme c'est beau. À l'écran, tu vois, c'est magnifique. C'est le mouvement. Donc le principe est relativement simple, hein. C'est un principe qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, dans les moteurs, etc. Donc ici, on va procéder au découpage de la bobine. On les fabrique 4 à 4. Comme des anneaux, en fin de compte, voilà, des petits Et anneaux. voilà. Ça, c'est la bobine du haut-parleur. Voilà, le dîner est servi. On met dans le four. Pendant combien de temps, Sébastien? 1 heure environ. 1 heure. Quelle température? 250 degrés. 250 degrés pendant 1 heure. Voilà. C'est parti. Alors ici, on étame le cuivre pour permettre une soudure plus aisée par la suite. Donc, comme vous avez vu, il y a un isolant sur la bobine. Donc le fait de tremper dans ce bain, on vient recouvrir d'étain la bobine. Là, on établit le contact en quelque sorte. C'est ça. Voilà. Et on viendra fixer par la suite une tresse directement sur la bobine. Ah, Benoît chausse ses lunettes. Sébastien, que va-t-il se passer? Alors là, on va venir fixer donc la bobine sur le cône du haut-parleur. Alors pour cela, on va utiliser donc un procédé avec colle UV pour la simple et bonne raison que ça permet une fixation rapide. Donc effectivement, il y a des outils de protection type lunettes. Pour éviter les Pour juste projections au imposer, cas où. Voilà. Les projections, et on est quand même sur de la colle UV. Mhm. Donc pour l'instant, on applique la colle dans un premier temps et on vient sécher cette colle par UV. Oh! Et donc l'intérêt, dans un délai très court, on peut procéder à l'étape suivante. Donc il faut effectivement respecter un temps de cycle pour chaque opération. Oui, alors là on est sur une membrane type Magellan, donc pour haut-parleur de grave. Donc c'est une membrane sandwich avec de la fibre de verre et qu'on appelle type honeycomb. D'accord. Nid d'abeille. Nid d'abeille. Donc haut-parleur de grave dit donc membrane avec une grande rigidité. Et on voit bien le détail ici du nid d'abeille. Donc là, c'est un champ, c'est presque terminé, si je puis dire. Et que va-t-il se passer maintenant? Alors là, on procède au positionnement de la tresse. Donc on perce la membrane et on vient appliquer cette tresse. Donc en fait, cette tresse, c'est le contact entre la bobine et le bornier du haut-parleur. Là, typiquement, donc, on est en train de procéder au montage de l'équipage mobile du haut-parleur. Donc la partie qui va tout simplement bouger sur le haut-parleur. Donc c'est l'ensemble spider, bobine, cône, suspension périphérique. Ici, sur son périphérique. Donc l'étape suivante sera donc de fixer le spider sur la bobine. On sent que la fin est proche, la fin du montage. Sébastien, on en est où là? Alors on va disposer à présent le spider sur le saladier. Donc le spider, c'est la deuxième suspension du haut-parleur. La suspension périphérique et la suspension inférieure au niveau du saladier. Toujours avec un outil de centrage. Très important que la bobine soit bien centrée dans notre fer. Le positionnement du jonc périphérique. Est-ce que toi, ton expérience de technicien en recherche et développement, est-ce qu'il y a 36 000 façons de fabriquer un haut-parleur ou c'est toujours le même concept? Nous sommes toujours sur les mêmes process. Enfin, même process pour un haut-parleur électrodynamique. Donc étape suivante, on vient souder la tresse sur le bornier. On est relativement proche de la fin. Alors dans un premier temps, donc, on va venir faire un balayage de fréquence sur le haut-parleur. Aïe! Principalement pour voir s'il n'y a pas de problème de centrage de bobine
la bobine qui pourrait éventuellement frotter et créer un bruit parasite désagréable. Donc, pour le cas présent, pas de souci. Donc là, on va venir faire un contrôle de la courbe de la réponse en fréquence du haut-parleur, voir si ça correspond bien aux normes prédéfinies. Donc c'est une mini-chambre anéchoïque, c'est quoi ici? C'est exactement ça, une mini-chambre anéchoïque munie d'un micro à l'intérieur. Bon, anéchoïque, c'est une chambre sourde, les enfants. Hein. Alors donc à l'intérieur de la mousse absorbante tout simplement, avec un micro disposé au fond de la boîte. Donc on envoie un balayage de fréquence, un signal MLS. Et donc le but du jeu, c'est que cette courbe vienne se caler entre les deux courbes de référence. Et là, pour le cas présent, c'est bon. Et donc pour vous dire que quand même là, on est sur des critères en termes de qualité assez élevés, c'est-à-dire que la réponse du haut-parleur doit se situer entre 2 décibels seulement. Et si vraiment un haut-parleur a un problème, c'est un rejet complet ou est-ce que vous le remettez? C'est un rejet complet, on redémonte l'équipage mobile et on recommence. Et vous recommencez tout, vous le bénez pas, vous recommencez, vous dites voilà, il est foireux, on recommence. On garde uniquement la structure, saladier, etc. Mais toute la partie mobile est par contre foutue. D'accord. Seb, alors tu vas me parler maintenant du cache-noyau. Alors c'est ça? Alors le rôle du cache-noyau, c'est quoi? Donc on vient disposer le cache-noyau pour éviter que des poussières rentrent dans ce qu'on appelle l'entrefer. Hein. Donc c'est l'espace dans lequel vient bouger donc, cette bobine. Là il est posé, il est collé, c'est ça? Voilà. Donc là, on isole complètement l'entrefer. Là, ici, donc c'est isolé, c'est fermé. Voilà, on a mis un bouchon par-dessus. Voilà, avant, après. Et donc, si tu ajoutes du poids sur la membrane, ça signifie quoi au niveau acoustique? En fait, c'est essentiellement pour les basses fréquences. Il nous faut une membrane extrêmement rigide dans les basses fréquences et on évite ainsi les déformations de la membrane. Le haut-parleur agissant principalement en piston pour les fréquences basses. C'est pour ça qu'il bouge beaucoup. Voilà. C'est un gros débattement. Alors, dernière étape du montage du haut-parleur, donc on vient fixer le capot arrière, puis une bague qui va nous permettre une dissipation de chaleur de la bobine. C'est ça, quoi. C'est exactement ça. Ça vous appartient, c'est vous qui créez ça? Chacune des pièces, hein, comme tu peux le constater, Pépé, elles sont toutes brandées du logo Triangle, tout est designé par Triangle, et on n'a que des pièces propriétaires sur ce type de haut-parleur haut de gamme. Est-ce que tous les haut-parleurs haut de gamme, même de tes concurrents, ont ce type de refroidissement? Absolument pas. C'est ce qui fait aussi la particularité de Triangle. Et voilà, j'aurais pas dû poser la question, du coup ils se font mousser les mecs. Pas possible, on peut pas bosser avec des gens pareils. Mais bon, là on est quand même sur des pièces vraiment splendides. De qualité française. De qualité française. Non, et puis on reste un des derniers fabricants français de haut-parleurs. Donc là c'est fini. Une fois qu'on a fait ça et ça, c'est terminé. C'est terminé. Benoît, on te remercie beaucoup. Merci et bravo pour ton travail. Bravo. Merci. Ciao. Ciao Benoît. Bon, là vous avez vu un haut-parleur assemblé. Maintenant, on va changer de salle. Je vais même courir, tellement j'ai la patate d'être ici. On va changer de salle et aller voir l'assemblage du filtre. C'est très important le filtre dans une enceinte. C'est passionnant. Alors là, regardez un petit peu ce plan où je mets mes mains comme ça, façon Kubrick. On est devant une étape super importante de la conception d'une enceinte, la conception du filtre. Alors Sébastien est à côté de moi. Le filtre, c'est quoi, Sébastien? Alors, en fait, là, on est vraiment sur le cœur de l'enceinte. Alors, le filtre, c'est quoi? Comme on a pu le constater, sur une enceinte, il y a différents types de haut-parleurs. Tous ne vont pas être capables d'émettre les mêmes fréquences. Donc on va essayer de diriger les fréquences sur chacun des haut-parleurs. Et pour cela, donc on utilise des composants, donc un filtrage qui va répartir les fréquences sur les différents haut-parleurs. Donc un haut-parleur d'aigu va être capable d'émettre uniquement des hautes fréquences, un haut-parleur de grave des basses fréquences. Et donc à l'aide de ces composants, on fait la répartition sur chaque haut-parleur. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc Christophe, en fait, va faire l'assemblage du filtre sur le bornier. Il est composé donc de 2 plaques, une plaque, un PCB pour les fréquences basses. C'est quoi un PCB? Et voici le PCB qui est donc le circuit imprimé. Le circuit imprimé qui supporte justement tous les composants. Donc pour ce cas précis, donc, il est séparé en 2 parties. Il y a donc 2 plaques, une partie qui va être réservée au grave et une partie médium aigu. Voilà, les 2 plaques sont donc ici.
Donc Christophe installe ici donc, les câbles de liaison qui vont permettre donc, la connexion entre le bornier et le PCB. Sacrément gros, on ne se rend pas compte quand on regarde l'enceinte qu'il y a une telle électronique derrière. C'est très variable suivant les fabricants, mais là, quand même, c'est un modèle haut de gamme, donc c'est du lourd. Non, mais beaucoup s'imaginent qu'en fait, une enceinte, c'est uniquement une caisse en bois. Avec des haut-parleurs. Voilà, avec des haut-parleurs. Mais sans ce type de composants, effectivement, l'enceinte, malheureusement... C'est lui. C'est Sébastien, c'est toi qui as conçu ça. Et Christophe est là, il assemble tout ça avec amour. C'est ça le travail à la française. Et la signature sonore, clairement, se fait ici. Voilà. C'est tellement beau. Alors là, il y a du câblage de quel type là En fait, il y a différents types. Il y a un type de câblage qui va conduire plus facilement les fréquences aiguës et un autre de section généralement plus élevée qui sera dédié aux fréquences graves. Donc là, Christophe, typiquement, va nous installer donc, les câbles de fréquences graves. Merci pour la collaboration, Christophe. Ciao. La théorie et la pratique. Tout à l'heure, on a vu justement l'assemblage. Et là, on va placer donc le filtre dans l'enceinte Magellan. Donc là, on arrive sur la dernière étape qui est de fixer donc, le strap, ce qu'on appelle communément le strap. C'est ce qui permet de relier la partie médium aiguë. Donc on avait vu tout à l'heure sur le filtrage qu'il y avait 2 PCB, un pour la partie médium aiguë et un pour le grave. Donc là, on joint donc, ces 2 parties. Donc ces 2 straps, on peut éventuellement les retirer et là on procède donc, à ce qu'on appelle une bi-amplification, c'est-à-dire qu'il y aura un amplificateur différent qui alimentera chacune des parties. Donc encore une fois au niveau bornier, donc on est sur des pièces spécifiques et propriétaires triangles, spécialement designées pour ce modèle Magellan. Comment on s'en doute trop de toute façon. Go! Mais ça y est, c'est le saladier, le haut-parleur et tout, et l'enceinte est là, on va donc assembler tout ça. Allez-y. Alors Seb. Donc là, oui, dernière étape, le positionnement des haut-parleurs dans l'ébénisterie. Donc dis-moi Sébastien, une fois que le monsieur a installé tout ça, tous les haut-parleurs, est-ce qu'il y a un nouveau check de la qualité d'ébénisterie, des trucs comme ça? Comment ça se passe? Un check, mais plusieurs checks. Donc il y a un contrôle qualité ébénisterie, voir s'il n'y a aucune rayure, aucun défaut extérieur, également sur les membranes. Le cache-noyau étant extrêmement fragile, on utilise des matériaux type aluminium, que le moindre choc provoquera une marque sur le cache-noyau. Donc ça c'est pour la partie esthétique. Mais il va y avoir aussi effectivement donc un contrôle final de type acoustique. Ça y est, fixé. Alors maintenant, les haut-parleurs étant fixés, on va peut-être aller faire un tour dans la chambre anéchoïque, donc là ce qu'on appelle la chambre sourde, pour aller voir un petit peu un test, un truc comme ça, n'est-ce pas Seb? Alors avec plaisir. Mais ce qu'il faut savoir pour la gamme Magellan, c'est que chaque modèle monté est contrôlé en chambre anéchoïque. Voici une des parties les plus importantes de cette vidéo, celle que je kiffe toujours dès qu'on me permet d'y aller. La chambre anéchoïque, ce qu'on appelle vulgairement la chambre sourde. Et on va justement y pénétrer parce qu'elle est superbe, vraiment superbe, cette chambre anéchoïque. C'est ici qu'on fait des mesures. Sébastien est à côté de moi, alors raconte-moi un petit peu l'histoire de cette chambre parce qu'elle est super grande celle-là. Hein. Oui, alors c'est ce qu'on appelle une chambre semi-anéchoïque qui fait à peu près 50 mètres carrés en taille, donc avec une hauteur de plafond de 5 mètres. Donc l'intérêt de ces blocs de mousse, c'est d'éviter un maximum les réflexions contre les parois. Pourquoi? En fait, on veut mesurer la réponse en fréquence de l'enceinte. Et pour cela, donc, on envoie un signal dans l'enceinte qui sera capté par le microphone. Et quel est le but? C'est d'essayer de restituer exactement le même signal que celui qui est envoyé. Alors montre-moi un truc, parce qu'en plus l'enceinte est sur un élévateur, voilà. Enfin, une sorte d'ascenseur, ça monte, ça descend, ça se positionne, parce qu'il y a un faisceau laser que vous ne voyez pas, mais parce qu'on n'a pas cette définition vidéo là, qui est juste là. Vous allez peut-être le voir, là, le point rouge. Et voilà, on peut monter l'enceinte à volonté pour l'ajuster. Donc en fait, cette enceinte est issue de la chaîne de montage, on vient tout juste de la récupérer, donc comme je vous disais tout à l'heure, chacune est mesurée individuellement. Donc là, en fait, on est sur le même type de test que le haut-parleur tout à l'heure, donc on va tester la réponse en fréquence de l'enceinte. Donc en fait, envoyer un signal de même niveau sur toute la bande audible, de 20 Hz à 20 kHz, et on va voir si donc cette enceinte rentre dans les normes prédéfinies. J'aimerais aller à l'intérieur de la chambre sourde et vivre l'expérience. Donc on va envoyer le signal de test qui va être capté par le micro ici à visée laser. Donc voilà, je donne le go. On va refaire une autre fois. Je voulais le vivre, je voulais vivre ce truc-là, parce que chaque fois, on me ferme les portes, on dit Pépé, t'y vas pas, comme si c'était une zone contaminée, mais pas du tout, c'est qu'une enceinte qui va délivrer du son avec un micro au-dessus, quoi, et c'est pas super fort.
Et là, on obtient donc la réponse en fréquence de l'enceinte qui rentre bien dans les normes prédéfinies. Ça veut dire que le cahier des charges est respecté. Derrière, c'est une pièce particulière. Une pièce de rodage de haut-parleurs. Alors moi, avant de venir ici, je ne savais pas toujours comment répondre aux questions que vous me posez sur oui ou non, faut-il roder obligatoirement des haut-parleurs. On est donc chez Triangle. Sébastien, qui fait 15 mètres de haut, est à côté de moi et il a une réponse à ça. Faut-il, oui ou non, roder des haut-parleurs chez toi? Eh bien, oui. Pour la simple et bonne raison qu'on utilise des suspensions caoutchouc et elles nécessitent un assouplissement. Donc le fait de les faire travailler pendant 4 jours va assouplir tout simplement cette suspension de manière à ce que pour des prix quand même assez élevés, pour une gamme Magellan où la qualité est vraiment tout là-haut, etc., que le produit soit prêt et utilisable directement chez le consommateur. Mais qu'on soit clair sur un point, imagine que toi tu n'es pas à roder l'enceinte, le consommateur n'importe comment va la roder. Bien sûr, bien entendu, donc il peut le faire, mais nous l'intérêt c'est qu'on va le faire de manière continue pendant 4 jours complets. Justement, Sébastien, on va entendre le bruit qui est envoyé, enfin les sons qui sont envoyés dans cette pièce. Il fait froid, il y a un ronflement absolument incroyable. Donc ces enceintes vont rester 4 jours ici. C'est effectivement ça. Là, on est sur une commande client d'un modèle Quatuor. Donc on est en train de lui préparer donc un rodage de 4 jours pour que le client puisse en disposer dans les meilleures conditions. On le voit ? Non, très peu sur celle-ci. C'est dommage parce que... Vous vous rendez compte, on vous montre une salle de rodage dans cette vidéo. Une salle de rodage. J'avais jamais fait ça. On me montrait jamais les choses, on me montre rien de toute façon. Ça va, Sébastien? Très bien. Bien, c'est une bonne chose. Alors Sébastien, ton rôle ici, c'est quoi? Alors, en fait, donc, je suis responsable du bureau d'études Triangle depuis maintenant 7 ans. Donc de formation d'ingénieur en électroacoustique. Donc voilà, j'exerce ce travail depuis une vingtaine d'années. Donc toi, on peut considérer que c'est la recherche et le développement, ce qu'on appelle le R&D, clairement. c'est toi. Donc toi, pour que les gens sachent bien, toi tu vas concevoir une enceinte. C'est-à-dire Voilà. que tu... Mais moi, j'aimerais savoir avant que ça commence, quelle est l'impulsion de base? Qui te dit il faut concevoir une enceinte? C'est toi qui as une idée à un moment donné, une illumination le soir, la pleine lune? Il y a plusieurs sources, ça peut être, effectivement, ça peut être moi à l'origine, mais souvent en consultation avec Hugo, nous répondons à une demande, un besoin du marché. Ça peut être des projets beaucoup plus passionnels, où on va complètement se sortir un petit peu des critères traditionnels pour aboutir vraiment sur un projet qui est une volonté qui nous est propre, des choses nouvelles auxquelles on croit. Et voilà, et on va se donner tous les moyens pour aboutir à nos objectifs. Ok, est-ce que tu fonctionnes, est-ce que tu travailles sur tous les types d'enceintes? Même l'enceinte à 300 € Bluetooth, c'est toi qui l'as conçue par exemple? Oui, en fait, on travaille sur 2 domaines en parallèle, donc, qui va être donc, l'enceinte connectée d'un côté et les enceintes plus traditionnelles, notre vrai cœur de métier. Donc alors toi, si on part du principe que les gens comprennent bien, Sébastien, si tu as une page blanche, tu commences par quoi? Dimension, les performances acoustiques, comment tu commences à travailler? Alors, une chose importante chez Triangle, on est très attaché au design, à la forme. Donc comme tu as pu le voir, Pépé, on a essentiellement pour les enceintes traditionnelles, des colonnes élancées, très étroites. Donc on reste toujours dans cette philosophie-là, donc avec des matériaux récurrents, en dehors de tous les aspects marketing, si je puis dire, type la membrane papier sur le médium, qui va offrir une neutralité auquel nous voulons rester fidèles. Donc, beaucoup de matériaux sont disponibles, mais on reste sur cette technique du papier traité, voire même du papier naturel, toujours dans un souci d'avoir des voix qui sont claires, limpides et sans aucune coloration. Sur le Twitter, on a plusieurs technologies, donc on peut être sur des membranes métalliques, type titane, voire à venir maintenant le magnésium. On est en cours de travail sur le magnésium, bon, ça reste des choses assez confidentielles malgré tout. Enfin, maintenant ça ne l'est plus, bonne journée. Non mais c'est bien, je suis content. Ou sur l'entrée de gamme, des choses plus classiques avec du tissu imprégné, du tissu traité. Ok, Sébastien, je comprends tout ça, mais alors à la base, toi, je vais être très pragmatique, comment tu conçois l'enceinte? Je veux dire, à un moment donné, c'est-à-dire que tu vas dire les haut-parleurs, c'est là, il faut que les gens comprennent bien, tu vas faire des essais en chambre sourde, des essais de matériaux, des essais de membranes, pour essayer d'obtenir ce que toi tu veux? Alors en fait, on va... Le plus difficile, enfin difficile oui et non, ça va être de définir, donc dans un premier temps, les choses ont un petit peu changé au fil du temps. On va définir un design, un volume d'ébénisterie.
Donc on a un peu inversé la tendance par rapport aux années passées. Si on remonte dans les années 80, on voyait énormément de gros haut-parleurs, de 25, du délire. 30 cm. Ouais. Sauf que madame, malheureusement, a du mal à accepter ce type d'objet. En même temps, la mare normande, les gars. Oui. Après, donc, on a compensé ça par l'addition de plusieurs petits haut-parleurs pour essayer de s'approcher à un résultat équivalent. Donc c'est quelque peu différent, mais voilà. Donc dans une première étape, on va définir un design, un volume de charge, que je vais aussi simuler par outil informatique. Et après, donc autour de ça, on va développer haut-parleurs. Donc ça, c'est l'étape la plus longue, développer les haut-parleurs, parce que bon, en général, chez Triangle, on développe tout, on utilise rarement des composants disponibles sur le marché. Ah, vous êtes carrément en train de me dire que vous n'utilisez pas des pièces déjà existantes, vous refaites tout. Très peu. C'est-à-dire que vous avez demandé, enfin, vous allez concevoir un haut-parleur vous-même à chaque fois, mais le filtre aussi. Un saladier. Un saladier. Un saladier qui va s'adapter pour des soucis aussi de design, de face avant, etc., avec des rings pour camoufler. Est-ce que quand tu commences à travailler sur une enceinte, tu penses à une signature sonore différente par rapport au type d'enceinte, ou malgré tout, vous essayez toujours d'avoir une unité, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître ou avoir une signature sonore triangle? On essaye de rester en permanence dans cette même philosophie de son concernant Triangle. Combien de temps est-ce que ça prend en gestation de construire une enceinte? Alors effectivement, tout dépend de la gamme de produits. Sur de l'entrée de gamme, on va être sur des études aux alentours d'1 an et demi à 2 ans. Non, on va répéter les choses pour les gens. Études sur l'entrée de gamme pour concevoir un produit, 1 an et demi à 2 ans. Moi, quand j'entends ça, c'est quand même quelque chose de très longue haleine. C'est-à-dire que, waouh! Après, il y a différentes techniques, mais on reste propriétaire de nos composants. Donc ça demande un temps de développement assez astronomique. Donc il y a des enceintes qui prennent encore plus de temps que ça, je veux dire des gros modèles. Actuellement, nous sommes sur le renouvellement de la gamme Magellan. Donc le fleuron. News, Magellan. Genre ça t'a pas cher. Donc flagship de la marque Triangle. Attends, refais avec moi. Flagship, voilà, mets la main comme ça. Flagship. On va être aux alentours de 4 ans d'études. Donc vous imaginez un truc et vous savez que ça sera dans 4 ans plus tard, finalisé ici, peaufiné par Benoît, par Christophe, tous les gens qui sont là vont le fabriquer, donc 4 ans après. Donc entre-temps, il peut se passer des choses, vous savez, même technologiquement. Est-ce que toi, en tant qu'ingénieur en R&D, est-ce que tu peux me dire, là maintenant, qu'il y a vraiment une évolution technique au niveau des enceintes, des haut-parleurs, ou malgré tout c'est une continuité et on l'adapte? Non. En fait, il y a une évolution perpétuelle, puisqu'on repart des anciens modèles pour faire évoluer, donc qu'on fait évoluer pour les nouvelles générations. Donc on a toujours comme référence le précédent modèle. Donc à chaque fois, il va y avoir une évolution. D'accord. Mais ma question était plutôt côté général. Est-ce qu'en audio, on peut encore faire progresser la conception d'un haut-parleur? Toujours. Parce que moi, j'avais quand même pensé, je me permets de le dire ici, qu'on avait atteint quand même certaines caractéristiques techniques très élevées dans le monde de l'audio. Et je suis encore surpris de savoir qu'on peut push des enveloppes. Ça ne seront pas des révolutions non plus, mais on arrive toujours à trouver des petits artifices qui nous permettent d'atteindre un niveau supérieur. Et justement, des artifices, voilà. des petits tricks qui permettent d'aller plus loin. Bon, pour finir, moi, il y a un truc qui me ferait kiffer, c'est est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire quelle serait pour toi, on ne parle pas de fric, on ne parle pas de thunes, l'enceinte de rêve que tu aimerais pouvoir concevoir, un truc en tant qu'ingénieur, ça j'aimerais pouvoir le concevoir. Et on ne parle pas de fric ni de possibilités physiques. Ben, là, clairement, sur ce projet, sur cette future Magellan, en fait, avec notre équipe, on est vraiment sur le projet de notre vie. Donc d'ici peu, si tout se passe bien, j'espère ne pas trop m'avancer, d'ici une année, on sera en mesure de dévoiler quand même le fruit de 20 ans de travail dans l'acoustique. Donc vous allez créer quelque chose qui, on est libre sur cette chaîne, qui n'a pas été fait par d'autres dans le coin, ou peu ou prou, malgré tout. Ah, ça sera effectivement des produits assez surprenants. Après, j'ai toujours énormément de mal à dire produit sur une enceinte, parce que là on est vraiment sur des objets de passion. Ils vont créer la première enceinte Hi-Fi haute définition Bluetooth. Voilà, c'est pas vrai, n'écoutez pas ce que je dis. Et donc je te souhaite bonne chance ainsi qu'à toute l'équipe ici sur ces nouvelles enceintes dont on ne sait rien, mais qui paraît-il sont révolutionnaires et vont faire tous les autres. Donc ça va être génial, je vais m'amuser comme un fou. Merci Sébastien. Merci beaucoup Pépé. Bah tu peux. Mais c'était incroyable quand même, j'espère de tout cœur
que ça vous a plu parce qu'on a tout donné. Ils ont été super sympas quand ils m'ont accueilli ici. Vous avez vu les interviews et tout, les ambiances. C'est génial, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de découvrir ou de redécouvrir la marque Triangle ici à Soissons, le savoir-faire français. Donc n'hésitez pas, oh là il fait froid, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y a plein d'autres trucs qui vous attendent, des reportages, des tests produits, il y a tout ce qu'il faut. Je laisse en général 2 vidéos par semaine en ligne, voire 3 quelquefois, les soirs de pleine lune où je suis content, je suis inspiré, les cheveux poussent, alors je me dis les ailes poussent avec. Donc il y a plein de trucs qui arrivent et je suis super heureux que vous soyez là dans tous les cas. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore d'être sur cette chaîne YouTube. Allez, ciao. Ah mais Triangle c'était bien quand même, ça m'a revigoré comme ça, alors qu'il fait 3 degrés et que j'en peux plus, je vais rentrer. Ah, Dans 300 mètres. on arrive, moi je suis super content à chaque fois d'aller en province parce que en tant que provincial, tu m'étonnes. Alors je pense que c'est dans les parages. Voilà arrivé à destination. Oui, bah là c'est le comptoir, restaurant, bar, brasserie. Donc le GPS est en pleine forme. C'est les aléas du direct. Je suis mort de rire. Bon allez, j'ai trouvé. Enfin quand j'étais sur la route là, et c'est pas ils ont pas de grands panneaux chez Triangle. Il n'y a pas un truc géant, tu vois, l'américaine, j'ai marqué Las Vegas. Donc du coup, en effet, hop, voilà, c'est bien là. Donc je vais passer l'après-midi ici. À mon avis, ils vont me jeter tout à l'heure, tellement ils vont en avoir marre. Je suis content d'être arrivé, tout à fait. Et j'ai en plus un super sweat. Vous savez, ou vous ne savez pas, être dans une chambre sourde, c'est l'angoisse totale. Pourquoi est-ce que c'est l'angoisse totale? Parce qu'il n'y a plus aucun bruit. Elle est censée être totalement isolée du reste du monde, c'est-à-dire qu'on n'entend pas de climatisation, il n'y a rien du tout. Et à ce moment-là, si tu t'arrêtes de parler, voilà, j'entends le bruit d'irrigation, l'irrigation de mon cerveau, j'entends ici le battement. J'entends mon ventre qui gargouille, j'entends tout, c'est extrêmement stressant. On entend presque le petit rototo qui allait venir. Je vous jure, tu entends ton corps dans une chambre sourde. En général, on dit qu'on ne peut pas rester plus de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on a le cerveau qui ne comprend pas ce qui se passe, parce que dans notre univers, sur la planète Terre, il y a du bruit partout. Tu te balades en forêt, tu as le bruissement des feuilles, tu entends le bruit du vent. Là, tu n'as rien. Écoutez le rien. Tu n'as que dalle. Et je vous jure, c'est extrêmement stressant. Mais en même temps, c'est passionnant comme expérience. Mais laissez-moi sortir quand même. Et c'est coincé. Ah, mais c'est fou. Je vais rester là. Ils ne veulent pas m'ouvrir. Bon, bah écoutez, en tous les cas, si vous n'ouvrez pas, je casse l'enceinte. C'est pas moi qui le dis, hein. Voilà, Triangle, il faut s'essuyer les pieds dessus. Hein. Voilà, dans les bonus, essuyez-vous sur Triangle. Voilà, il y a des enceintes qui sont quand même plus sympas. Et il y a le panneau de la lèche qui est ici. Alors, c'est le gros panneau de la lèche. Je vous laisse directement voir ce qui est marqué dessus. Le plaisir, je sais pas, accueillir, c'est sûr. Moi, je suis dans les parages et je n'y suis plus. Et là, je vous fais le plan pour le bêtisier, c'est Mars Attack. Voilà, pour ça que je suis pas pris au sérieux comme mec. Mais je te jure, quand tu vois ça comme ça, c'est une soucoupe volante. Avec les antennes, qui est là. Tu sens cet amour, même dans le déplacement du chariot? C'est à moi que tu parles? Bien entendu. Ça va Hugo? Ça va et toi? Je suis en pleine forme mon lapin, t'as une voix d'homme, c'est dingue. Ouais, c'est beau. C'est très bien. C'est très bien. Quand tu, je m'en sors bien. C'est lui qui s'en sort bien. À chaque fois que j'essaie toujours de m'éviter, quand on va se retrouver là en dessous, j'essaie toujours de bouger. Ouais, faut Mais éviter justement, un peu les lampes, quoi. Voilà, toi tu te mets là s'il te plaît. On va revenir ici. Voilà. Donc tu étais avec le Bluetooth qui. Alors moi je vais te reposer une question qui va te relancer justement. Ouais, vas-y. Alors. Tu peux envoyer. Alors donc, tu as réussi à passer de la stéréo, de la vraie stéréo, dans des enceintes donc Bluetooth. Voilà. Voilà, bah l'idée c'est qu'en fait on fait une enceinte tout en un, mais quand même avec un certain volume parce que c'est important. La base de l'acoustique, c'est des haut-parleurs et quand même un certain volume de charge, une taille de caisse pour avoir un bon son. Donc ça c'est vraiment important. Donc en fait, il y a vraiment une partie droite Twitter médium grave et une partie gauche Twitter médium grave. Alors on va briser le suspense tout de suite parce que moi je ne connais pas le tarif. Alors tu vas me le donner. C'est quoi le tarif de tes bestioles là? Alors là, on est à 500 € l'enceinte. Oui, mais c'est pour ça que c'est du high level. On est d'accord, Hugo, que en enceinte dite connectée, t'as pas moins cher. Non, pour l'instant, c'est notre premier prix dans les enceintes connectées.
Pour ça, quand même, Made in France, fabrication française. Donc là, c'est ton premier prix, bah, c'est directement une enceinte Hi-Fi connectée. Tu peux la mettre en réseau, les Wi-Fi? Oui, c'est ça, les Wi-Fi Bluetooth. multi-room. Voilà. Donc on va pouvoir mettre jusqu'à 12 enceintes ou appareils compatibles IO, parce qu'on va voir aussi qu'on a des petits streamers, on a des amplificateurs qui sont compatibles, et on va pouvoir mettre tout ça en réseau et contrôler via une app où il y aura justement les services de streaming. On va avoir Spotify et Deezer pour la grandeur du catalogue. On va avoir pour les amoureux de la Hi-Fi du son HD, Qobuz en français et les Américains Tidal, qui proposent justement un catalogue de son qualité CD, voire au-dessus de CD, ce qu'on appelle mastering. Et on va avoir aussi de la radio internet, du IDLENA, donc pour avoir relié toutes les musiques. Par exemple, dans cette salle, notre Wi-Fi est relié à un NAS, donc on a tout un portefeuille de chansons disponibles sur ce NAS. Et on a aussi différence aussi avec quelques leaders du marché, on ne veut pas cloisonner nous que à Wi-Fi. On a aussi mis du Bluetooth 4.0 aptX et on a mis aussi une entrée optique et une entrée RCA. Donc c'est ton écosystème actuel, c'est un truc que tu as, je ne sais pas les dates, tu as lancé ça il y a combien de temps exactement? Alors on a lancé les premiers modèles d'IO 3 et C en fin 2018. D'accord. En 2019, on a lancé l'amplificateur et va arriver prochainement un nouveau produit dans la gamme IO qui va justement la compléter. Et c'est vrai je ne peux pas t'en dire trop pour le moment, mais effectivement, on monte. Notre objectif c'est de monter. Tu fais le tarif, c'est en même temps vous allez monter le tarif, quoi, c'est ça? On va monter le tarif et la qualité parce que ce qu'on veut, nous, c'est comment apporter un son Hi-Fi très quali sur des enceintes connectées. On n'a pas fait pendant des années parce qu'on trouvait que le MP3 c'était pas suffisant. Maintenant, il y a le son ARS, donc on peut monter progressivement en puissance et on rêve même un jour de la Magellan amplifiée en réseau. Ça viendra pas tout de suite, mais on se dirige vers ça.